Je laisse la parole maintenant à Nicolas Vivier, donc, qui va exposer les différentes délibérations qui concernent le personnel et les finances. Monsieur le maire, une première délibération classique. Il vous est demandé d'adopter le tableau des effectifs qui vous est présenté et qui tient compte des évolutions des effectifs des services. Qui vote contre? Qui s'abstient? Pardon, excusez-moi. Oui, monsieur le maire, juste un point de situation, puisqu'on parle du personnel. Le mois dernier, enfin au dernier conseil, je vous avais posé la question des vacataires, de voir quelles solutions vous alliez mettre en œuvre pour régulariser leur situation et faire en sorte de déprécariser, c'est-à-dire que j'avais insisté notamment sur le point de savoir que de nombreux agents étaient sous le régime de la vacation, alors qu'ils devraient, pour certains d'entre eux, depuis des années, être sous le régime du contrat. Donc je voulais savoir quelles mesures avaient été prises depuis le dernier conseil. Ça se fait au cas par cas, hein, monsieur Vivier, je vais... Nombreux, non, il n'y a pas de nombreux cas. On avance. Sur le cas auquel vous faisiez allusion, je pense, au dernier conseil municipal, j'ai fait une proposition à la personne concernée d'intégration au sein des services au maximum de ce qui était possible compte tenu de ses diplômes et de ces diplômes. Et voilà, on en est là. Voilà. Alors la difficulté, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est que la difficulté, c'est que l'intégration dans la fonction publique territoriale obéit à des règles. Ces règles, c'est notamment un certain nombre de diplômes. Alors il faudrait peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des solutions qui peuvent être imaginées sur la validation des acquis de l'expérience, etc. Mais ça risque d'être un peu long. Oui, non, en l'état actuel, la solution n'est pas satisfaisante, mais les statuts ne permettent pas. On a fait la meilleure proposition qui était possible. Voilà. C'est Marguerite. Oui, juste une précision, hein. On s'en parlait d'un cas particulier, il y a d'autres cas et d'autres agents qui m'ont parlé de ce cas. Je voudrais juste préciser sur le plan juridique, c'est qu'une vacation, c'est fait pour un besoin ponctuel, parce que dès lors que le besoin devient récurrent, c'est un contrat, c'est un CDD qu'il faut mettre en place. Et il se trouve qu'il y a des situations où des gens sont en vacation depuis des années avec des missions récurrentes. Ils auraient dû depuis très longtemps être d'abord en CDD pour être CDIsés. On fait allusion à des personnes qui, de fait, sont en CDI pour la collectivité territoriale depuis l'origine quasiment. Donc c'est un vrai problème de sécurité juridique pour notre collectivité et un problème de précarité pour ces agents. Voilà, c'était sur ce point-là que je voulais intervenir. On est tout à fait d'accord et très attentif à mettre fin à ces situations qui ne sont pas nombreuses, mais très peu nombreuses au contraire. Donc sur le tableau des effectifs, je crois qu'on l'avait voté, hein, je ne crois pas où je l'avais... voilà, bon, ok, donc on est d'accord. Le toilettage du régime indemnitaire... Donc... Nous sommes collectivement en faute, mais je m'inclus dans la faute, puisque nous avons voté au dernier conseil municipal un régime indemnitaire dans lequel il manquait 2 chiffres. Et donc il vous est demandé de corriger cette erreur. Ça concerne les grades de directeur et d'attaché pour les fonctions de DGA. Le taux était indiqué, c'était écrit 4,8A, c'était pas précisé, 4,8A6 et 4,21A6. Voilà. Okay. Parfait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Monsieur Vivier, donc la présentation des orientations budgétaires. Oui, le budget primitif vous sera présenté à notre prochain conseil municipal le 18 décembre. La loi, et c'est plutôt légitime, demande à ce que je vous présente les éléments pour un débat d'orientation budgétaire avant le vote du budget primitif. Vous en disposez dans vos documents. Je ne reviendrai pas en détail sur l'analyse rétrospective de la situation de notre commune, puisqu'elle correspond à celle qui vous a été présentée au compte administratif. Juste pour dire que notre situation financière est heureusement saine, avec un endettement très modéré. Ça a déjà été dit au cours de ce conseil municipal. Je ne m'attarderai plus longtemps sur les dispositions du projet de loi de finances pour 2015 qui nous concernent, et notamment sur leurs conséquences sur nos ressources. Vous savez tous que l'État s'est engagé dans un effort de réduction de ses dépenses et qu'il a fait le choix de faire peser une partie
de cette réduction de ces dépenses sur les collectivités locales pour un montant total de 11 milliards d'euros sur les 3 prochaines années, et que bien sûr cette réduction des dotations aura des conséquences pour notre collectivité. On peut noter que quand même le gouvernement et l'Assemblée ont fait le choix d'une péréquation plus importante qu'auparavant, nettement plus importante qu'auparavant entre les collectivités, qui est favorable aux communes les plus défavorisées. Et notamment, vous vous souvenez peut-être qu'au dernier conseil municipal, nous avions présenté le fait que nous faisions partie des 250 communes qui bénéficient de la DSU la plus élevée, et cela nous protège de certaines mesures qui ont été prises récemment, mesures fiscales, notamment sur le fonds départemental de compensation de la taxe professionnelle, qui a été supprimé tel qu'il existait, ce qui n'est pas sans poser dans le projet de loi de finances tel qu'il existe actuellement, parce qu'il n'a pas été encore voté en deuxième lecture. Mais en tout cas, nous sommes préservés de la perte d'une ressource d'1 200 000 €. Et si je le précise, c'est qu'un article du journal Ouest France du début de la semaine laissait penser que nous perdions cette dotation. Voilà, si on fait l'inventaire de la situation sur nos différentes dotations, pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, eh bien, cela sera dû pour nous par une perte de recettes de 1,2 million d'euros. Sur la DSU, en revanche, nous bénéficions d'une augmentation de 215 000 €. Donc, effectivement, c'est dans le cadre de l'augmentation des efforts faits en faveur des communes les plus défavorisées. Les allocations compensatrices, c'est un ensemble de choses. Au bout du compte, on perd 64 000 €. Et le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales évolue. On n'a pas le montant exact, mais on estime qu'on devrait bénéficier de fonds supplémentaires pour un montant d'environ 130 000 €. Voilà, à partir de ces éléments, je vais vous présenter les orientations budgétaires que nous souhaitons mettre en avant et qui seront concrétisées dans le budget primitif. D'abord, en termes de fonctionnement, nous devons faire face, bien sûr, à la diminution de nos recettes de fonctionnement. Et donc, nous continuerons en 2015 l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et pour cela, il est proposé d'augmenter les dépenses de personnel de 4,45%, ce qui peut paraître beaucoup, c'est effectivement beaucoup, mais c'est évidemment la conséquence de la mise en œuvre, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois en conseil municipal, de la mise en place des rythmes scolaires, donc les temps d'activité périscolaire, et également tout ce qui les accompagne. Si on neutralise l'effet de la mise en place des rythmes scolaires, l'augmentation de la masse salariale, ce serait de 2,12%, lié essentiellement au fameux GVT, le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'évolution des rémunérations du personnel, et également, il faut le noter pour un montant assez important, la revalorisation au 1er janvier 2015 des rémunérations des personnels de catégorie C et beaucoup plus marginalement de certains personnels de catégorie B. Ces chiffres sont les chiffres que nous proposerons d'inscrire au budget. Il va de soi que, comme pour les dépenses de fonctionnement de façon générale, on travaille tous les jours à optimiser l'efficacité de nos services et à minimiser nos dépenses de fonctionnement. Concernant les subventions aux associations, il sera proposé de les maintenir à leur niveau de 2014. Nous inscrirons les crédits nécessaires à l'ouverture du CASAR, du centre culturel, qui sera un événement important de l'année. Et comme je l'ai dit, nous diminuons l'ensemble des autres dépenses de fonctionnement de la collectivité et nous inscrivons bien sûr les crédits nécessaires à l'organisation des temps d'activité périscolaire en année pleine, puisque sur 2014, seul le dernier trimestre était concerné.
Je ne reviens pas en détail sur les temps d'activité périscolaire, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Pour ce qui concerne nos recettes de fonctionnement, pour les bases de la fiscalité locale, nous retenons, donc pour les bases, une augmentation de 1,5%, qui inclut la revalorisation forfaitaire que nous estimons à 0,9%, elle sera fixée de façon définitive au mois de décembre, et une évolution physique des bases estimée à 0,6%. Les tarifs municipaux seront augmentés en moyenne de 1,5%. Et pour ce qui concerne les taux qui s'appliqueront aux bases, nous proposerons, et nous respecterons en cela nos engagements de la campagne électorale, nous proposerons de les maintenir inchangés. On peut rappeler qu'ils sont inchangés depuis 2003 et que peu de collectivités sont dans cette situation. C'est un élément d'attractivité, même si ce n'est pas le seul, mais il est important pour les habitants et les acteurs économiques. En termes d'investissement, pour ce qui concerne nos dépenses d'investissement, il est important de dire qu'une priorité est donnée à l'entretien du patrimoine, et notamment aux économies d'énergie, comme vous pouvez le constater, et de façon générale, et c'est vraiment une stratégie, aux investissements qui ne génèrent pas ou peu de frais de fonctionnement, voire qui génèrent des économies de frais de fonctionnement. C'est le cas, bien sûr, des investissements qui sont faits en matière d'économie d'énergie, que ce soit sur le patrimoine ou l'éclairage public. Bien sûr, nous serons amenés à achever les travaux du CASAR, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a des travaux importants qui sont prévus pour remédier au désordre sur au niveau du stade et du gymnase Tesson. Des points qui seront abordés dans l'avenir sur la création d'un centre de ressources enfance-jeunesse, une acquisition foncière et des interventions sur les jardins faviers. Sinon, des travaux encore sur le café du théâtre, comme vous le savez, puisque nous en parlons précisément, et comme chaque année, pour les travaux dans les écoles. Nous inscrirons aussi un certain nombre de crédits d'études pour le stade des Fourches et la Pôle, vous l'avez vu à l'instant, également pour les espaces portuaires et l'évolution du complexe Entraîne. À ces projets s'ajoutera une enveloppe d'environ 3,9 millions d'euros correspondant de façon générale à ce qu'on appelle les besoins des services et du fonctionnement. C'est donc au total environ 8,2 millions d'euros qui seront consacrés à l'investissement en 2015. Et à ce montant s'ajouteront environ 9 millions d'euros de crédits engagés en 2014, mais qui n'ont pas pu être réalisés en 2014, qui seront réalisés en 2015. Et 3 millions d'euros seront consacrés au remboursement de la dette en capital. On peut citer certains investissements qui sont prévus dans le cadre des budgets annexes et non du budget principal, notamment ceux pour le port de plaisance, des sanitaires flottants, l'atelier relais dont nous avons parlé tout à l'heure, et des études au budget annexe location dans le cadre de la préparation d'un projet d'hébergement des artistes à la Brèche. Pour ce qui concerne les recettes d'investissement, elles sont constituées de subventions que nous estimons pour l'instant à hauteur de 2 millions d'euros, du fonds de compensation de la TVA à hauteur de 1,6 million d'euros, de l'autofinancement environ 2,8 millions d'euros, et d'un recours à l'emprunt pour le solde, estimé pour l'instant à un maximum de 4,8 millions d'euros. Juste pour conclure par quelques mots, je dirais que c'est un budget qui marque une évolution importante par rapport aux années précédentes, liée d'une part à la contrainte sur les ressources, également à une charge supplémentaire avec l'évolution des rythmes scolaires, une charge supplémentaire mais un service important apporté à nos concitoyens. La volonté et la réalité d'une gestion rigoureuse, la nécessité de revisiter l'organisation et la manière de réaliser nos missions. Nous en sommes tous conscients compte tenu de ces contraintes. Nous y travaillons tous les jours et dans ce cadre-là, nous avons fait le choix de conserver la stabilité des taux. Concernant les investissements, on élabore une stratégie qui consiste à dire que nous devons diminuer nos dépenses de fonctionnement et donc nous privilégions effectivement les investissements qui permettront de diminuer nos dépenses de fonctionnement et en plus avec un axe important sur la question de la rénovation énergétique et un bénéfice environnemental évident. En termes de réalisation d'équipements, l'année 2015 est quelque part une année un peu de transition, avec
la fin de la réalisation du centre culturel, la réalisation enfin de la passerelle qui ne sera pas terminée cette année-là, mais qui normalement doit être bien avancée. Et d'un autre côté, le lancement d'un certain nombre d'études qui prépareront des projets à venir. C'est donc un budget d'action, de mouvement et au service des Cherbourgeois-Octevillers. Merci, Monsieur Vivier. Donc, Monsieur Cuny, par ordre de demande de parole, Monsieur Cuny en premier. Monsieur Vivier, très simplement, en s'inspirant de l'étude qui a été faite par le cabinet Klopfer et qui a été remis au Sénat ces derniers jours, j'aurais voulu vous poser une question très simple. Quelle est pour vous aujourd'hui la capacité de désendettement de la ville de Cherbourg-Octeville qui s'exprime en nombre d'années départ. Non, elle est très rapide, c'est 2, voilà. Elle est dans le DOB. C'est 2, je vois pas l'intérêt de la question. Mais... Alors peut-être que vous ne voyez pas l'intérêt de la question, enfin je vous la pose. Le chiffre est important, mais moi je crois qu'on est entre 2,5 et 3. Mais, Pardon Je n'ai pas entendu votre réponse. Je crois qu'on est entre 2,5 et 3. Mais... Entre 2,5 et 3 Entre 2 ans et demi et 3 ans. 2 ans et demi, voilà. Ok, super. On est très bien. Non, mais c'est très simple. Voilà. Notre dette, sachez-le, d'ailleurs elle est dans le DOB, je crois que c'est 17 millions d'euros, voilà, c'est ça, est extrêmement faible. Monsieur Marguerite. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Je vais faire une intervention générale sur les orientations. Je crois que je vais changer de... Si vous voulez bien, je vais prendre celui-là. Non, parce que... Attendez. Non, voilà, c'est bon, celui-là, il est... Bien, je vais faire une intervention au nom du groupe Retrouver Cherbourg-Octeville sur les orientations budgétaires que nous ne partageons pas, bien évidemment, et ce que je vais dire rejoint ce que j'ai dit lundi au moment du débat d'orientation budgétaire à la communauté urbaine de Cherbourg. Sur la question du fonctionnement, tout d'abord. On sent M. Vivier pas à l'aise du tout lorsqu'il parle des engagements de l'État, de l'effort de redressement des comptes publics, qui est donc, comme le disait mon collègue Fabrice Huette, la nouvelle formule que vous employez depuis 2 ans pour parler de la purge budgétaire que vivent les collectivités territoriales. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'y revenir tout à l'heure au moment du vote de la motion. Il s'agit bien d'une purge, d'ailleurs vous le disiez vous-même, Monsieur Vivier, en n'étant pas à l'aise une fois de plus, en parlant d'1,2 million de baisse pour la dotation globale de fonctionnement, ce qui est beaucoup. On lit dans le débat d'orientation budgétaire, d'ailleurs, l'effet du gouvernement Hollande que vous soutenez, du président Hollande que vous soutenez, c'est que vous dites en effet en 2011 qu'il y a eu la suppression de la taxe professionnelle. À l'époque, je m'en rappelle, je n'étais pas conseiller municipal, mais je m'en rappelle que vous votiez des motions en criant au désengagement de l'État et à l'absence de compensation. Je me rappelle des propos de M. Cazeneuve à ce sujet, qui disait que c'était un désengagement total, qu'il n'y aurait pas de compensation. On lit dans votre document que jusqu'en 2012, la suppression de la taxe professionnelle a été totalement compensée. Et puis le gel de cette compensation s'est fait, c'est écrit dans le document, chacun pourra le constater, en 2012. Désengagement de l'État, il y a bien, et il est bien assumé par la majorité que vous soutenez, et ça se lit donc dans la section fonctionnement par des pertes importantes, qui se traduisent donc par des efforts qui vont devoir être très importants, y compris d'ailleurs pour les personnels municipaux, puisqu'on lit dans le document que vous allez procéder à des non-remplacements de départ à la retraite et des recrutements externes. Et on aimerait donc d'ailleurs savoir quelle est la proportion de non-remplacement de départ à la retraite que vous comptez envisager par rapport à cette purge budgétaire face à laquelle nous sommes, et je pèse mes mots, il s'agit bien d'une purge budgétaire. Encore une fois, nous ne contestons pas le fait qu'il faille des économies, mais nous contestons de façon radicale le fait que cette purge se fasse dans cette proportion, sans qu'il y ait de réforme ni de réflexion sur les collectivités territoriales et leur périmètre de compétences. Sur la question du fonctionnement, vous l'avez compris, nous ne partageons donc pas vos orientations qui sont contraintes par une coloration nationale évidente, mais nous ne partageons pas non plus vos choix en matière fiscale, puisque vous le savez, notre campagne s'était traduite par une volonté d'un électrochoc fiscal. Nous souhaitions diminuer la fiscalité pour pouvoir faire revenir des gens et rendre notre ville plus attractive, orientation d'ailleurs qui était partagée par un grand nombre de Cherbourgeois octevillais qui sont face à des impôts très importants. Je pense notamment aux octevillais qui ont payé au prix fort la fusion. Sur toujours cette question du fonctionnement, donc je vous pose cette question précise du non-remplacement des départs à la retraite. J'émets donc pour nous les réserves sur le levier fiscal
parce que certes, il y a stabilisation, mais à des niveaux qui sont très élevés pour les Cherbourgeois octevillais, qui voient d'ailleurs leurs impôts locaux augmenter très concrètement en volume. Je voudrais également, évidemment, sur l'investissement, sans refaire le débat de la passerelle, vous dire que nous contestons vos choix qui sont faits en matière d'investissement. Si nous pouvons saluer le fait qu'il y ait une sorte de rééquilibrage entre les deux sections, puisque nous souhaitons que l'investissement qui prépare l'avenir soit consolidé, même s'il est à un niveau faible par rapport au ratio des villes d'une même strate, nous souhaitons au sein de la section investissement, bien évidemment, d'autres choix, des choix stratégiques qui préparent réellement l'avenir, plutôt que des choix, comme on le disait, je ne refais pas le débat, de fantaisie personnelle comme la passerelle. Sur la dette, enfin, en effet, la dette par rapport aux ratios nationaux et aux villes d'une même strate, elle est relativement maîtrisée, mais chacun pourra constater sur la courbe qu'elle a triplé depuis 2001, ce qui correspond d'ailleurs à l'arrivée de Bernard Cazeneuve, jusqu'en 2010 à peu près, et qu'elle a à peu près après, elle s'est stabilisée. J'ajouterai sur la dette, si vous me permettez, que le fait d'avoir une dette relativement maîtrisée n'est pas forcément un signe de bonne santé financière. Je prends souvent l'exemple d'un ménage qui irait voir sa banque pour pouvoir avoir une maison. Si ce ménage n'est pas en capacité d'emprunter, il va ressortir de la banque sans maison et il pourra dire en effet qu'il n'est pas endetté. Et je considère que compte tenu d'un certain nombre de ratios, la situation de notre ville est parfois celle-ci, c'est-à-dire qu'on refuse, ou en tout cas qu'on n'est pas en capacité de s'endetter compte tenu de la structure financière de notre ville. Alors oui, la dette est maîtrisée, avec cette réserve qu'elle a été multipliée par 3 en 10 ans à peu près, les chiffres c'est multiplié par 3, et que notre structure financière ne permet pas d'avoir un endettement, et que parfois être endetté n'est pas forcément un signe de mauvaise santé, c'est aussi le signe d'une ville qui investit, bien sûr en restant dans des proportions raisonnables et en ne dépassant pas les ratios nationaux. Pour toutes ces raisons, nous ne partageons donc pas ces orientations budgétaires. Il s'agit d'un débat d'orientation budgétaire. Nous voterons contre, enfin, je ne sais pas si c'est comme le règlement intérieur de la communauté urbaine où on nous demande de voter. En tout cas, là, c'est une prise d'acte du débat. En tout cas, moi, je voulais vraiment, au nom du groupe Retrouver Cherbourg-Octeville, vous dire à quel point nous ne partageons pas ces orientations, et nous aurons l'occasion, bien sûr, dans le détail, à l'occasion du vote du budget primitif du prochain Conseil, de rentrer dans le détail de ces orientations, y compris en faisant des contre-propositions d'ailleurs. Ok. Je vais donner la parole à M. Lejamtel. Quand vous parlez de purge, M. Marguerite, n'employez surtout pas des mots trop forts, hein, car le vocabulaire risque malheureusement d'être épuisé quand il s'agira de qualifier les propositions de réduction des dotations que proposera M. Sarkozy dans les semaines qui viennent. Donc attention, on va pas comparer des chiffres, mais on a entendu parler de 120 milliards d'une certaine façon de réduction. Non, on verra. Donc n'employez pas des mots trop forts, le vocabulaire risque d'être épuisé. Monsieur Lejamtel. Merci. Donc, les éléments d'information du débat d'orientation budgétaire expriment en creux les difficultés occasionnées depuis plusieurs années par les politiques menées au niveau national. Le rappel, page 1, du choix de la collectivité de maintenir en régie directe les activités de la municipalité et celui de la stabilité des subventions n'est pas inutile. Mais combien de temps pourra-t-on maintenir ces exigences ? La délibération rappelle déjà le gel des recrutements externes et une réorganisation des services confrontés à des départs en retraite. Face aux enjeux relatifs au vieillissement de la population et face à la nécessité de promouvoir une politique de jeunesse mobilisant des moyens humains, ce choix n'est pas sans conséquences. À l'avenir, la satisfaction des besoins démocratiquement exprimés par la population risque de se compliquer sérieusement si un coup d'arrêt n'est pas apporté à cette politique d'austérité. À la page 2, les difficultés structurelles auxquelles est confrontée Cherbourg-Octeville sont soulignées. Ainsi, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle en 2010 a été considérable. Cette suppression a fait perdre 20% des ressources fiscales totales de la ville. La compensation en 2011 n'a pas réglé la perte d'autonomie de la ville dans la fixation des taux. À la page 6, la délibération précise que le levier fiscal a été fortement réduit par la réforme de la taxe professionnelle et que son impact a été modifié au détriment des particuliers. Ces rappels sont les bienvenus. Nous ajoutons que la disparition de la taxe professionnelle a occasionné un cadeau de 8 milliards d'euros aux entreprises, diminuant d'autant la responsabilité sociale de celles-ci vis-à-vis des territoires. Pourtant, leur productivité globale dépend bel et bien de la qualité des services qui y sont mis en œuvre. Les nouvelles contraintes ont conduit un certain nombre de collectivités à emprunter de l'argent aux banques et, comme vous le savez,
la privatisation du Crédit local de France devenu Dexia et la course à la rentabilité ont abouti à une explosion des emprunts toxiques. Si nous pouvons nous réjouir de ne pas être dans cette situation, nous profitons néanmoins de cette délibération d'orientation budgétaire pour demander des précisions sur la part d'encours de dette qui apparaissent dans le compte financier 2013 et qui correspondent à un emprunt dont la dangerosité est de niveau 5, soit le niveau le plus élevé. De notre point de vue, les collectivités locales auraient besoin de davantage de ressources propres, et cela sans accroître la pression fiscale sur les couches populaires et moyennes, mais également sans s'enfermer dans une spirale de la dette. Une réforme profonde de la fiscalité locale serait nécessaire, nous l'appelons de nos vœux. Nous ne donnerons que 2 exemples. Premièrement, remettre en cause le principe des taux liés, qui empêche pour partie de différencier les différents taux des taxes. Nous pourrions dès lors, par exemple, envisager de moduler les taux pratiqués en fonction des politiques d'emploi menées par les entreprises. Deuxièmement, instituer une nouvelle taxe professionnelle, c'est-à-dire un impôt local sur le capital des entreprises. Celui-ci serait composé de 3 éléments, les bâtiments, les équipements et machines, et enfin les actifs financiers. Nous constatons que les différents fonds de compensation présentés page 4 réduisent un peu la baisse de 1,2 million d'euros de la dotation générale de fonctionnement, ce qui souligne que nous sommes une collectivité dite défavorisée. Nous vous laissons apprécier le rôle que pourrait jouer un fonds national de péréquation qui serait abondé d'une taxe prise sur la finance. La page 5 récapitule les grands axes des dépenses de fonctionnement, mais demeure vague sur la nature de la diminution des dépenses de fonctionnement. Cela aura-t-il par exemple un impact sur l'entretien et la maintenance d'un certain nombre d'installations? Page 6. Nous apprenons que les tarifs municipaux seront augmentés de 1,5%. Nous nous posons la question de savoir s'il n'y aurait pas l'occasion de lancer, notamment avec les parents d'élèves, une réflexion sur la restauration scolaire. Au niveau des investissements, nous aimerions avoir quelques éclaircissements sur les projets autour du jardin Favier et celui relatif au port de plaisance. Nous regrettons que n'apparaissent pas des éléments d'investissement relatifs au projet du centre de santé. Nous attendrons 2016. D'un point de vue général, la pertinence des politiques d'austérité nous semble plus que jamais injustifiée. Nous sommes partisans de condamner cette politique et de l'exprimer clairement. Elle est injuste socialement, elle est inefficace économiquement. Alors on pensait qu'il y avait un vote, visiblement il n'y en a pas. Donc, En principe, c'est un débat d'orientation. Moi, si vous souhaitez faire un vote, comme ça c'est juste pour avoir le plaisir de dire que nous aurions voté contre. Mais... non, mais bon, c'est un débat, comme son nom l'indique, c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc le débat doit donner lieu au débat. Le vote, il intervient au moment du budget. Voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est une... Bah oui, mais c'est les orientations. Quelques éléments de réponse. Moi, j'en ai... Sur l'augmentation des tarifs, monsieur Le Gentel, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a une tarification sociale, hein, notamment sur les cantines scolaires, hein, bien sûr. Hein, on a toujours des tarifications sociales. Est-ce que je peux partir Madame Le Tuelan va apporter des éléments. Alors, un tout petit point de détail à propos de la restauration scolaire. Bien sûr, les tarifs vont de la gratuité totale jusqu'à un maximum de 5 €. Mais le prix de revient d'un repas dans nos cantines est de 11 €. Très loin, donc, bien entendu, de ce qui est demandé aux familles. Il va de soi que c'est gradué en fonction des possibilités de chaque famille. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions d'accueil que dans les cantines scolaires qu'on connaît dans les établissements du secondaire, où bien évidemment, il y a moins de personnel et pas du tout de personnel d'accompagnement, d'animateurs, et évidemment ici des coûts qui sont réduits puisqu'on a une quantité de personnes qui sont alimentées en même temps. Donc on ne peut pas prendre ces points de comparaison. Là, on a une très grande qualité, beaucoup de cantines. Dans toutes les écoles, il y a un accueil en restauration scolaire et forcément le coût de revient de chaque repas est donc assez important. Néanmoins, encore une fois, il y a une tarification sociale, ça va de soi, et nous avons également une proposition de gratuité complète qui, bien sûr, ne va pas disparaître. Oui, enfin, je comprends que vous ayez mal interprété la demande. Non, là, parce que oui, la tarification sociale, vous avez raison. Non, c'était sous l'angle de la qualité et de l'organisation de cette restauration scolaire.
dans la mesure où il y a une augmentation des tarifs qui est proposée, ça peut être l'occasion de mener une réflexion sur la satisfaction par rapport à cette restauration scolaire, sur la manière de la faire évoluer au niveau des produits, voilà, c'est une réflexion sur la restauration scolaire, parce que nous, on a un certain nombre de retours de parents qui ne sont pas forcément toujours satisfaits. Après, c'est vrai qu'il y a une tarification sociale. Quand on a 3 ou 4 enfants et qu'on est au tarif haut, et c'est le cas de certaines familles, ça demeure quand même un investissement assez important pour les familles, parce que c'est presque 5 euros, bon c'est un peu moins, c'est 4,60 € ou quelque chose comme ça, multiplié par 3 ou par 4, ça peut parfois quand même être assez important. Voilà. Ok. Monsieur Vivier, Oui, juste quelques précisions. Je remercie M. Marguerite de s'inquiéter pour moi. Je suis assez à l'aise avec la question des diminutions de ressources, dans la mesure où je suis clair, je les regrette, il me semble l'avoir dit en conseil communautaire, et je pense que les choix budgétaires du gouvernement, j'aurais souhaité qu'ils ne soient pas faits de cette manière-là, et que, effectivement, la baisse de dotation imposée aux collectivités locales ne soit pas aussi importante. Maintenant, moi, je suis adjoint aux finances de cette collectivité. Je travaille avec les ressources qui nous sont attribuées comme vous l'auriez fait. D'ailleurs, d'après ce que je comprends, pour ce qui concerne le chapitre des dépenses de fonctionnement, vous n'êtes pas en désaccord avec nous, vous êtes en désaccord avec le gouvernement, mais pas en désaccord avec les propositions, dans ce que j'ai entendu, que j'avais faites. Concernant la diminution des impôts, vous dites que vous ferez des propositions précises au mois de décembre. Je les écouterai avec intérêt, savoir comment vous ferez et quels choix vous ferez justement en termes de fonctionnement ou d'investissement en face d'une diminution d'impôts. Sur la question de l'emprunt, je vous rassure, on n'a vraiment pas de difficulté pour emprunter. Ce n'est pas une raison pour le faire de façon inconsidérée, mais ce n'est pas un problème. Pour ce qui concerne le non-remplacement de départ en retraite, d'une part, il n'y a pas de gel, mais il n'y a pas non plus d'objectif chiffré. Chaque départ en retraite est réfléchi, mais ce n'est pas de façon dogmatique avec des chiffres. Par exemple, non-remplacement d'un départ sur 2, ce n'est pas l'optique dans laquelle nous sommes. Les agents, nos collaborateurs ne sont pas des chiffres, et quelquefois, ne pas remplacer ne constituerait pas une économie. Pour la question sur la dette, je pense que les informations sont en compte administratif, mais je ne l'ai pas avec moi, on reviendra vers vous. Il n'y a pas de... À ce jour, il n'y a pas de difficulté avec l'emprunt, effectivement, qui était classé à un niveau supérieur, mais qui n'était pas un emprunt à risque. Sur les jardins Favier, peut-être que M. Bernard voudra dire 2 mots. Oui, je veux dire, ça fera l'objet du... De toute façon, alors, on les a provisionnés parce qu'on sait, on est quasiment certain d'avoir une dotation d'État. Donc c'est pour ça. Donc ça fera l'objet d'une délibération spécifique. Vous connaissez tous les jardins du docteur Favier, ça fait partie du patrimoine. Vous savez que la ville de Cherbourg-Octeville a une tradition horticole extrêmement, comment dirais-je, reconnue, et c'est un élément là aussi d'identification de notre territoire. Donc nous travaillons en lien avec les jardins du docteur Favier, sont à l'heure actuelle possession du conservatoire du littoral. Donc nous travaillons avec eux, nous travaillons avec ce qui pourrait être une association gestionnaire, et du fait que nous avons l'opportunité d'avoir des crédits d'État en investissement pour préserver ce patrimoine remarquable, nous les avons inscrits par anticipation. Donc je veux dire, voilà. Oui. Non, c'est bon, merci. Okay. Monsieur Lagarde a demandé la parole, et puis après Monsieur Le Jamtel. Oui. Donc je peux refaire l'analyse que j'ai pu, la déclaration que j'ai pu faire à la communauté urbaine concernant l'analyse sur la baisse des dotations, en mettant plus l'accent sur les responsabilités qui, à mon avis, viennent de l'Europe plus que de l'État. Ceci dit, l'État est quand même à sa part de responsabilité en la matière. Peut-être une bonne nouvelle, c'est que, a priori, les fonds d'amorçage concernant
les soutiens au rythme scolaire va être pérennisé. C'est ce que a déclaré cet après-midi le Premier ministre. Voilà, donc devant l'Assemblée des maires de France. Il y a une baisse de dotation, mais au moins la bataille des c'est plus un fonds d'amorçage, ça devient une dotation pour les communes. C'est ça. Donc ça veut dire que de se mobiliser et de lutter par moment a aussi des conséquences heureuses pour les collectivités. Donc dans ce budget, on souligne aussi, enfin je tiens à souligner qu'il y a quand même un investissement important, même s'il est signalé de l'ordre de 7 millions, il y a quand même les 9 millions de reports qui vont aussi dynamiser la politique et l'économie de notre collectivité. Voilà, donc, conséquence de quoi je voterai, malheureusement je ne vote pas, mais je soutiens les orientations budgétaires de la municipalité. Il y a un débat qui oriente le budget et le vote se fait au moment du budget, c'est ce qui me paraît moi le mieux, parce qu'on ne vote pas sur un débat. Je ne conteste pas. Voilà, ok. Monsieur Le Jamtel, et puis ensuite, je crois que Monsieur Sauter. Non, c'est une précision sur la partie de mon intervention sur ce que j'ai qualifié d'emprunt toxique, mais on a eu la structure de la dette au niveau de la communauté urbaine avec un élément selon lequel on ferait davantage recours à des taux fixes. Mais bon, je ne me rappelle pas d'avoir eu au niveau de Cherbourg cette structure de la dette par niveau de dangerosité. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais dans le compte administratif, il y a un crédit qui est pris auprès de Dexia. C'est à la page 74 du compte administratif 2013. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement d'avoir des précisions, parce que c'est intéressant. Il n'y en a pas eu de prix au niveau de la communauté urbaine. Là, il y en a eu un qui, visiblement, a été pris par la ville de Cherbourg, qui est sur une durée de 15 ans. C'était un peu savoir ce que c'était que cet emprunt. Et alors, je ne sais pas la différence entre l'emprunt toxique et l'emprunt pas toxique, mais dans la mesure où il y a 5 niveaux de dangerosité et que celui-là est sur le niveau le plus élevé, moi j'en avais déduit que c'était peut-être un emprunt toxique. Voilà. Ok. Oui. Pardon. Il y a plusieurs niveaux de classification. Effectivement, celui-là, en fait, la catégorie 5, c'est une catégorie fourre-tout où sont mis ceux qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Mais ce n'est pas un emprunt, c'est pas vraiment un emprunt toxique. On n'a aucun problème avec cet emprunt. On vous apportera les précisions. Oui, et tout ça figure en annexe du budget. Hein, donc on l'aura pour le budget. On pourra en débattre puisqu'il y a une note en général sur à la fois la structure de la dette, les emprunts qui ont été contractés. Donc et on a souvent des notes explicatives de mémoire sur comment dirais-je la qualification des différents emprunts. Monsieur Sauter. Oui, très rapidement, ce qui concerne ces emprunts, est-ce que vous pourriez nous dire si c'est bien des emprunts Dexia et donc variables et sur quoi ils sont indexés Bon, on aura tout ça dans le budget. Je pense qu'on fera un éclairage, on l'a pas. Parce que je confirme ce que Monsieur Le Jamtel dit, c'est qu'il y a bien des emprunts toxiques. Non, on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Attention, on ne peut pas dire n'importe quoi. On n'a pas le droit de dire qu'on a des emprunts toxiques à la ville de Cherbourg. On en reparlera. C'est très transparent. On en parlera lors du budget. Oui. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas dire avec mépris qu'on ne peut pas voter sur un débat d'orientation budgétaire, puisque votre collègue Benoît Arrivé l'a fait lundi et a tenu à le faire pour des raisons démocratiques. Et je pense que c'était très bien. Nous, on a besoin de savoir qui est pour, qui est contre vos orientations budgétaires. Donc je pense très sincèrement que vous pourriez appliquer cette méthode au conseil municipal. À mon avis, oui, mais je veux dire... On peut voter pour savoir si on veut voter, si vous voulez. Mais non, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Le débat d'orientation budgétaire, pour nous, alors on peut l'interpréter différemment, mais chacun procède. Et mes propos n'étaient en aucun cas méprisants par rapport à personne. On fait un débat. Le débat, il est libre, il circule, mais les orientations budgétaires, elles se traduisent dans le budget. Donc le véritable vote, c'est le budget. Donc ça sera à ce moment-là où on verra ceux qui votent le budget et ceux qui ne le votent pas. Okay. Voilà. J'ai une dernière question, Monsieur Gatt, c'est que vous m'aviez promis au dernier conseil de parler du carnaval lors du débat d'orientation budgétaire, et j'aurais aimé connaître les orientations de Madame Codin sur le carnaval, en espérant qu'elle ne soit pas trop orientée politique. Alors, je vais vous faire une réponse très courte, c'est que c'est pas d'abord le carnaval de Madame Godin, c'est le carnaval de la CUC.
Et puis, on prendra une décision, enfin, on a pris une décision tous ensemble et je pense qu'on vous en informera au moment venu. Du budget. On en discutera parce que tout est transparent dans le budget. Donc voilà. Monsieur Sauter. Oui, monsieur Holgat, si madame Gaudin ne veut pas ou ne peut pas m'apporter des réponses claires, j'aimerais au moins que vous vous substituiez à son manque d'informations. Bon, on va pas, non, je vous en prie, alors on va pas commencer là-dessus, voilà. Bon, non, mais on va pas aujourd'hui rentrer dans le détail des subventions. Tout ça figurera dans le budget. On aura la réponse dans le budget. Donc voilà. Ok. Bon, je voudrais simplement conclure ce débat d'orientation. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais simplement conclure ce débat d'orientation budgétaire en disant, bah oui, s'il vous plaît, Monsieur Sauter, s'il vous plaît. Je voudrais donc conclure ce débat d'orientation budgétaire donc, en disant simplement bien, que nous avons, fait le choix, et ça c'est déjà depuis 2003, et nous l'avions réaffirmé durant cette campagne électorale pour les élections municipales, que nous n'augmenterions pas les taux d'imposition donc de la fiscalité locale, donc nous ne le faisons pas. Nous maîtrisons les dépenses de fonctionnement, et nous maintenons une volonté d'investir à hauteur de 8 millions, auxquels les reports viendront s'ajouter avec 9 millions supplémentaires, donc ce qui fera quand même un budget d'investissement extrêmement conséquent sur l'année de 2015. Tout cela, bien évidemment, permettra d'accompagner donc les priorités de mandat, la modernisation de la ville, le renforcement de l'attractivité, le confortement des dynamiques éducatives, notamment avec les temps d'activité périscolaire, des dynamiques sociales. Donc on va élaborer le nouveau livre blanc, des dynamiques sportives et ainsi de suite. Et puis aussi quelque chose d'important dans nos priorités, on aura l'occasion de le développer, bien évidemment, tout ce qui concerne la citoyenneté, l'implication des habitants, l'appropriation par eux de leur lieu et cadre de vie. Alors je ne vous cache pas que sans faire de révélations par rapport au budget, mais tout cela, bien évidemment, se traduit par une détérioration de notre capacité d'autofinancement et que là aussi, moi j'étais hier à l'Assemblée, j'ai fait un aller-retour à Paris hier à l'Assemblée des maires de France et j'ai senti qu'il y avait, on aura l'occasion d'en reparler par rapport à la motion tout à l'heure, mais il y avait une forme d'inquiétude et l'inquiétude, elle a été soulignée d'ailleurs par André Léniel lui-même, qui dit que ce sont les collectivités locales qui participent à 70% de l'investissement public et que si les capacités d'autofinancement et les capacités d'investir se réduisent, eh bien, ça peut d'une certaine façon avoir des conséquences sur le volume d'activité, notamment d'un certain nombre d'entreprises, et il citait en particulier le cas du bâtiment. Voilà donc ce que je voulais dire donc, en conclusion de ce débat d'orientation budgétaire. On a une dernière délibération avant de passer à la motion et aux questions diverses, qui est celle qui concerne donc les indemnités de fonction des élus locaux. Monsieur Vivier, une erreur matérielle. C'est pour corriger une erreur de plume, selon la jolie expression de la trésorerie municipale. Dans notre délibération du 14 avril 2014, l'enveloppe globale était juste, les rémunérations votées pour les maires adjoints et conseillers municipaux délégués étaient justes. Mais les pourcentages étaient un copier-coller de la délibération précédente où il y avait 12 adjoints, il n'y a plus que 11 adjoints. Donc la trésorerie nous demande de voter une délibération qui corrige cette erreur et c'est ce qui vous est proposé ici. Monsieur Marguerite. Oui, très brièvement, Monsieur le maire, pour dire qu'on va voter contre parce que par cohérence par rapport à notre choix du mois d'avril, à savoir que nous considérons que sur les indemnités, vous auriez dû montrer l'exemple, faire un effort de réduction beaucoup plus de réduction réelle, puisqu'il n'y a pas de réduction des indemnités. Et je dirais par rapport à l'échange qu'on a eu précédemment que quand l'opposition pose une question, elle est en droit d'avoir une réponse, et quand elle n'a pas de réponse, eh bien, on peut tout à fait dire on en aura une la prochaine fois, sans qu'on ait des caricatures de réponse ou quelque chose qui ne correspond à rien de la réalité. Un adjoint, Monsieur le maire, qui est rémunéré justement... Monsieur le maire, je termine juste. Quand un adjoint est rémunéré à hauteur de 1 500 € par mois pour connaître ses dossiers, on est en droit d'avoir des réponses sur ce point. Vous aviez dit la dernière fois que sur la question du carnaval, nous aurions une réponse au débat d'orientation budgétaire. Monsieur le maire, vous l'avez dit, on peut le regarder dans le compte-rendu. Madame Gaudin est incapable de répondre. Madame Gaudin est... pas ce genre de Eh bien écoutez, moi je vous le dis, Madame Gaudin est incapable de répondre. Je n'admets pas. Voilà.
Je n'admets pas ce genre de propos. Point à la ligne. Point à la ligne. Bon. C'est pas une... C'est vous qui avez un problème. Ok. Voilà. Donc, par rapport à cette délibération, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, moins les votes contre.